Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler un nouveau chapitre d'histoire qui traite du droit de vote entre 1815 et 1870. Ce chapitre s'inscrit dans la suite de l'étude du XIXe siècle dans le programme de quatrième. Pendant la Révolution française, les Français ont pu expérimenter, pour la première fois, le droit de vote. Toutefois, cet exercice est souvent limité aux plus riches dans le cadre de ce que l'on appelle le suffrage censitaire. Et lorsque le droit de vote est élargi, comme c'est brièvement le cas en 1791 et en 1792, le contexte ne permet pas aux Français de l'exercer pleinement et facilement. Avec l'arrivée de Bonaparte, l'exercice est une nouvelle fois limité, puisque les électeurs ne choisissent pas leurs représentants, mais se contentent d'approuver une liste de candidats. Il faut donc attendre le XIXe siècle pour que les Français, pas les Françaises, uniquement les Français, utilisent et s'habituent à un droit qui est relativement nouveau pour eux et dont une grande partie restera privée pendant une longue période. Le droit de voter et les enjeux des élections n'ont cessé d'évoluer entre 1815 et 1870, en suivant les rythmes des changements de régime, des révolutions et des craintes plus ou moins légitimes des gouvernants. Ainsi, comment ce siècle a-t-il joué le rôle de laboratoire du vote à la française et comment, peu à peu, les citoyens français sont-ils devenus des électeurs entre 1815 et 1870 ? Napoléon Ier est obligé d'abdiquer définitivement en 1815, malgré un retour manqué au pouvoir pendant la période des 100 jours. Il quitte donc le pays et le pouvoir, permettant une restauration de la monarchie en France. Cette restauration déçoit aussi bien les républicains de la première heure que les bonapartistes. C'est donc Louis XVIII, le frère de Louis XVI, le dernier roi absolu, qui monte sur le trône. Il consent toutefois à limiter son pouvoir et à conserver certains acquis de la Révolution française. Ainsi, la charte qu'il a rédigée en 1814 devient le texte constitutionnel. Il encadre la restauration de la monarchie. Cette charte entérine le retour des rois en France, mais met aussi en place une chambre des députés pour limiter dans une certaine mesure le pouvoir du roi. Cette chambre a un rôle législatif. Elle décide des lois du royaume. Surtout, elle est élue par les citoyens français, par une partie au moins, puisque le suffrage qui est mis en place est de nouveau un suffrage censitaire. Seuls les plus riches peuvent voter. Mais la mise en place d'un suffrage censitaire est un moindre mal pour les républicains, puisque, malgré le retour de la monarchie, le droit de vote est conservé. En 1824, le roi Louis XVIII meurt, et c'est son frère, Charles X, qui arrive au pouvoir. Ce troisième frère a des prétentions beaucoup plus absolutistes que Louis XVIII, et il est chassé du pouvoir assez rapidement en juillet 1830. Les 27, 28 et 29 juillet, le peuple de Paris se soulève et contraint le roi à fuir la capitale, en même temps qu'il refuse la mise en place d'une nouvelle république. C'est donc un nouveau roi qui va arriver au pouvoir, Louis-Philippe. Louis-Philippe est plus libéral, et il octroie une nouvelle charte. Il renonce au titre de roi de France pour le titre de roi des Français, et surtout, il élargit le droit de vote. Plus de Français peuvent voter, mais le suffrage reste censitaire. Encore une fois, ce sont les Français les plus riches, en réalité ceux qui payent un impôt, qui peuvent voter et élire leurs représentants à la Chambre des députés. À partir de 1847, les citoyens réclament un nouvel élargissement du droit de vote et la mise en place du suffrage universel pour les hommes. Louis-Philippe s'y oppose. En février 1848, une troisième révolution éclate alors à Paris.
Cette révolution de 1848 oblige le dernier roi français à abdiquer. C'est la fin définitive de la monarchie française. Sans roi, la France en remet à un gouvernement provisoire mené par Alphonse de Lamartine. Ce gouvernement doit mettre en place un nouveau régime politique en France. Et rapidement, c'est le retour à la République qui se dessine. Cette deuxième République veut apporter des grandes avancées en France. Elle commence par abolir l'esclavage, elle garantit le droit au travail et elle met en place le suffrage universel masculin. En avril 1848, une assemblée constituante est ainsi élue par presque 10 millions de citoyens français. Ces 10 millions de citoyens français sont de nouveau appelés à voter en décembre de la même année pour choisir le président de cette deuxième République. Et les candidats à ce poste prestigieux sont nombreux. Les partisans de la République se déchirent entre le modéré Cavaignac et le plus radical Ledru-Rollin. Face à eux, on retrouve un candidat bonapartiste qui est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. Ce dernier bénéficie à la fois de la division des républicains, mais aussi du souvenir nostalgique du premier empire napoléonien. Surtout, il promet aux Français un retour à l'ordre. Et il est très largement élu président de la République française en décembre 1848. Les républicains analysent alors cet échec et pointent du doigt le vote des Français les plus modestes, notamment ceux qui habitent à la campagne. Et en effet, ces derniers ont voté massivement en faveur du candidat bonapartiste. Les partisans de la République révisent alors leur jugement sur l'universalité du droit de vote. À quoi bon permettre à tous les Français de voter si ceux-ci votent contre les idées républicaines? En 1850, l'Assemblée républicaine décide donc de supprimer le suffrage universel et de remettre en place un suffrage censitaire qu'elle juge plus favorable à la République. Une grande partie des Français s'oppose à cette suppression, en particulier Victor Hugo. Surtout, elle renforce l'adhésion populaire à Bonaparte, qui n'éprouve alors que peu de difficultés à s'emparer durablement du pouvoir en 1851 à travers un coup d'État qui transforme peu à peu la République en un nouvel empire. L'histoire se répète et le président de la République devient le nouvel empereur sous le nom de Napoléon III en 1852. Dès lors, sous le Second Empire, le droit de vote va poursuivre son avancée, puisque Napoléon III remet en place le suffrage universel masculin avec l'idée de légitimer son pouvoir. En effet, si les citoyens français sont en accord avec sa politique, alors on ne peut lui reprocher son coup d'État. Et Napoléon III fait voter les Français au suffrage universel masculin dans des plébiscites où il leur demande régulièrement s'ils sont favorables ou non à ses décisions politiques. Ces plébiscites confortent d'abord la position de l'empereur, mais ils permettent également aux Français de pratiquer le vote et de se familiariser avec sa pratique et avec ses codes. Par ailleurs, les élections sont maintenues, puisqu'une nouvelle chambre des députés, qu'on appelle sous le Second Empire le corps législatif, est mise en place. Elle a cependant peu de pouvoir face à l'empereur. De même, malgré le vote massif des citoyens, la France est bien loin d'être une démocratie. Les élections sont très encadrées, l'empereur désigne des candidats officiels qui sont favorisés et les opposants sont censurés. Mais peu à peu, les choses évoluent. À partir des années 1860, en même temps que le régime se libéralise un peu, il y a moins de censure et les opposants à Napoléon III parviennent à remporter des élections. Entre 1815 et 1870, les Français ont pris peu à peu l'habitude de voter quand ils en avaient la possibilité, au gré des régimes politiques et des événements. Il faut cependant noter que la construction et la pratique du vote ont été constants tout au long du siècle. Les monarchies, l'Empire et la République ont tous en commun l'exercice du vote. Ainsi, quand Napoléon III doit quitter le pouvoir en 1870, et malgré les questionnements quant au nouveau régime politique à mettre en place, une chose est certaine. Ce sera un régime où les Français auront leur mot à dire, et le vote est déjà un instrument maîtrisé de l'expression citoyenne en France.